on n'en a pas parlé, il faut qu'on le fasse tout de même. Donovan Mitchell, on n'a pas encore parlé de lui dans ce bilan de saison, il faut qu'on le fasse. Moi, j'avais 11,4. C'est le nombre de potentiels assists de Donovan Mitchell cette saison NBA 2024. 11,4 assists potentiels par match. C'est au niveau de HDA, de Dejounte Murray par exemple aussi, de De'Aaron Fox, de Tyrese Maxey. Bref, donc c'est un chiffre qui est pas mal. Pour le coup, c'est même le 20e plus gros total de NBA. 20e plus gros total de assists potentiels par match en NBA. Et bon, son plus haut score en carrière évidemment, mais ce qui est assez marrant, ce qui est bien en tout cas, c'est de voir l'évolution aussi de ce joueur qui voilà, en fait, il partait de très très bas. Toi, c'est à l'époque encore où tu fais du scouting, comme moi, on est d'accord que c'était un peu sa faiblesse à la base, ce côté passing. Oui, c'est vrai. Et dans sa saison rookie d'ailleurs aussi, à Utah, on voyait que c'était un pur poste 2 de ce point de vue-là, qui pensait à scorer bien avant d'être dans le playmaking. Ouais, il y avait un peu ce côté où, comme tu dis, explosivité, son propre scoring, mais il y a très peu de lecture avancée en fait. Et, il y avait pas ce genre de playmaking, de driving kick, etc. Et c'est vrai que là, il a un peu émergé depuis 2-3 ans là, en tant que justement un peu plus que ça, quoi, un peu plus passeur plus complet. Notamment, je trouve qu'il a pas du tout une bonne maîtrise du pick and roll encore. Tu vois, comparé à un Garland par exemple. Garland qui sur pick and roll, c'est un vrai meneur. Il a tous les atouts, maîtrise du timing, patience, etc. Les angles. Mitchell a pas ça, mais par contre Mitchell, c'est sur driving kick où il fait beaucoup de mal en fait, parce qu'il a ce tranchant, il a cette explosivité, et même en fin de drive, il fait des doubles pas très grands, toujours très d'un côté de l'autre, les Eurostep extrêmement larges, ces Eurostep, et un côté en fait contrôle en fin de drive il est sous contrôle en fin de drive alors qu'il le démarre en explosivité, quoi. Donc ça c'est bien, et c'est bien qu'il ait développé le passing, et tout d'ailleurs, je note ça, son passing augmente et évolue alors que les turnovers non, donc ça c'est bien aussi, le côté propreté pour le coup. Et j'en viens à me poser la question, même si je l'ai fait un peu en début de podcast, mais est-ce qu'on peut rêver un jour d'un Mitchell peut-être encore plus héliocentrique, ou est-ce que finalement, on a déjà beaucoup progressé et qu'on va un peu en rester là sur ce côté juste poste 2 polyvalent, plutôt que héliocentrique dans le sens je suis le créateur principal de mon attaque, j'ai tous les ballons et j'ai un niveau de playmaking suffisant pour porter à moi seul l'attaque, un peu comme Harden, un peu comme Westbrook ou ce genre de mec, quoi. Oui, c'est... écoute, il a quasiment 28 ans, mais en même temps, à 28 ans, tu progresses encore, donc c'est pas exclu, hein. Je sais pas si j'en ai vu assez de sa part en termes de pure création pour dire ça. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt non, qu'il reste des limites dans la pure création de tir, quoi. Enfin, de tir pour les autres, je veux dire. Donc plutôt un bon meneur à côté, quoi. Parce que tu vois, si je dis n'importe quoi, mais est-ce que tu peux avoir échangé Garland pour garder Mitchell, faire ce choix enfin et dire allez, on met un 3&D, on met Patrick Beverley à côté, même s'il est parti, Beverley est parti de NBA maintenant, mais bref. Tu vois, est-ce que si tu mets Mitchell plus un 3&D en meneur, est-ce que ça suffit ou pas finalement? J'ai l'impression que ça peut être un peu court, quoi. Ouais, et puis ça dépend de l'effectif autour. C'est-à-dire, si tu fais ça, mais que tu gardes le duo Mobley-Allen, qui sont, on a dit, qui ont des qualités en playmaking, mais qui sont pas non plus extraordinaires, ça veut dire qu'il faut au moins un poste 3 qui, lui, ait une capacité de playmaking, parce que sinon, là, ça va devenir très limité. Je sais pas, Bon, en même temps, toute la période où il n'y avait pas Garland, c'était lui qui était le meneur. C'est ça. Et ça s'est très bien passé. Exactement, tout à fait. C'est un peu pour ça que je me dis, il y a peut-être un potentiel, quoi. Ouais. En plus, comme dit, le spacing est pas top, donc peut-être qu'avec encore plus de spacing, on peut arriver à naviguer encore mieux, peut-être. Mais je me pose la question parce que, effectivement, là, on est parti sur un peu un côté peut-être négatif de est-ce qu'il peut faire ça? Peut-être pas. Mais non, mais c'est surtout pour parler de ses progrès à la passe. Parce que, comme dit, les chiffres moyens sur la saison n'ont jamais été aussi bons. Et puis même lui, comme tu dis, sur les passages sans Garland, on a vu pas mal de très bonnes choses. Peut-être moi, là où je reste un peu sur ma faim, mais là, pour le coup, j'ai du mal à voir une explosion au step supérieur, c'est peut-être au niveau scoring, où en fait, je pense pas qu'il soit jamais un 10 sur 10, quoi. Je pense pas qu'il puisse intégrer la catégorie All-NBA First Team un peu automatique, quoi. Actuellement, tu vois, on a un mec qui est à plus de 3% d'efficacité par rapport à la moyenne sur un gros volume. C'est bien, franchement, c'est bien. Mais il a un peu les limites de son profil qui sont aussi, c'est pas un mec qui va être un moteur à drive, par exemple. C'est pas un mec qui va mettre la pression au panier de cette manière encore et encore. Et donc voilà, beaucoup de pull-up, beaucoup de 3 points. C'est aussi un shooter très sous-estimé, je trouve, en termes de 3 points.
Mais si tu prends des chiffres un peu isolation, 0,93 points par possession dans le 50e centile, donc mieux que 50% des joueurs NBA, donc voilà, moyenne. Pick and roll, on est dans le 76e centile, donc mieux que les 3/4 de NBA, mais pas non plus tout en haut, quoi. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir que c'est un joueur déjà d'élite, déjà All-NBA, peut-être pas All-NBA First Team, mais déjà All-NBA, qui développe le passing, qui a de la création, même si pas génial, mais qui a de la création, et surtout, là où je pense qu'il y a un peu de valeur à gratter aussi, c'est que par contre, en sortie d'écran, il n'est pas encore du tout utilisé. Et je dis ça parce que ça peut être encore un domaine où il peut aller chercher de la valeur, en fait, sur ce côté sortie d'écran. Tu vois, actuellement, il en fait... en tout cas, il termine 0,8 possessions par match en sortie d'écran, en off-screen. Ce qui, en fait, est extrêmement peu, pour le coup. Donc là-dessus, je me demande à quel point, avec un nouveau coach, Kenny Atkinson, il n'y a pas ce truc de dire, bon, de toute façon... on arrive un peu au joueur tel qu'il est, en fait. Il va pas s'inventer et avoir des chiffres d'isolation d'un coup de James Harden dans son prime. Mais par contre, on peut peut-être gratter encore en valeur et le faire progresser avec une utilisation encore plus polyvalente, encore plus en passeur, encore plus en shooter en sortie d'écran, etc., quoi. Oui, et puis pour aller dans le sens positif, il avait eu des difficultés en play-off l'an dernier contre New York parce que New York faisait des prises à 2 en permanence sur lui. Et il n'arrivait pas très bien à lire la situation. Alors c'est un peu dû au spacing très moyen des Cavs aussi, mais il me semble que cette année, aussi bien contre Orlando que contre Boston, les deux équipes ont tenté un peu la même approche, donc des trappes sur lui très tôt pour qu'il n'ait plus la balle, et qu'il a beaucoup mieux lu les situations. Ouais. Et d'ailleurs, il a fait des très très gros matchs de play-off. Donc c'est vraiment très positif de ce point de vue-là. Ouais, donc je pense que là, pour l'utilisation aussi, plus en sortie d'écran, au ball aussi, le fait qu'ils ne prennent quasiment jamais de corner free me laisse toujours perplexe avec lui. Je ne sais pas si c'est une question de coaching ou pas. Parce qu'il est jamais off-ball, justement, donc il attend jamais dans le corner, quoi. Oui, mais ce qui est bizarre quand tu joues avec Garland... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, on sait que c'est plus facile à dire qu'à faire, souvent dans les duos comme ça d'arrière qui ont pas mal la balle et qui ont besoin de l'avoir beaucoup. Donc ça sera là le boulot de Kenny Atkinson pour le coup va être intéressant de ce point de vue-là pour voir comment il peut peut-être ajouter des choses au jeu de Donovan Mitchell qui est effectivement déjà un des 20 meilleurs joueurs NBA sans aucun doute il me semble. Ouais, largement. Enfin, restez branchés pour le top 100 plus tard dans l'été. Voir où on le met, mais je vais aller vérifier, mais je crois qu'on l'avait assez facilement top 20 l'été dernier, ou s'il n'était pas top 20, il était aux portes, mais je crois qu'il y était. Mais c'est ça aussi qui m'intrigue, c'est que développement du passing, le shoot, c'est un des meilleurs shooters de NBA, il est d'ailleurs plus sous-estimé, je trouve, alors qu'il a cette variété de tirs, et un coach créatif qui arrive. Donc je me demande à quel point est-ce que on va pas pouvoir encore augmenter dans la hiérarchie NBA, non pas en disant je vais passer de plus 3% à plus 15% d'efficacité en devenant génial sur l'isolation ou sur pick and roll. Voilà, je pense qu'il y a des limitations un peu de taille parfois ou de choses comme ça. Mais voilà, avec on va dire une réoptimisation peut-être, même s'il a déjà été bien optimisé, mais est-ce qu'on peut pas encore pousser le bouchon plus loin, je pense. Mais voilà pour Mitchell qui encore une fois fait une saison All-NBA assez clairement. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.